Bienvenue dans Clé Actu. Cette semaine, la scène internationale est marquée par des tensions persistantes au Moyen-Orient et en Ukraine, des enjeux migratoires délicats et une lutte mondiale contre les trafics. Nous aborderons aussi des questions de droits fondamentaux au Japon et les dynamiques politiques en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Commençons par la géopolitique, un sujet brûlant. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad sont sur toutes les lèvres, tandis que le détroit d'Ormuz devient un point névralgique avec l'envoi de navires américains pour le déminage. Parallèlement, le conflit israélo-palestinien s'envenime avec de nouvelles constructions en Cisjordanie. Marc, comment interpréter cette complexité ? Stratégiquement, ces actions illustrent une course à la déescalade d'un côté et une affirmation de puissance de l'autre. Le déminage d'Ormuz est un message clair sur la liberté de navigation. La répression espagnole par Israël montre la sensibilité des tensions régionales qui s'exportent même en Europe. Quant à l'Ukraine, les violations mutuelles du cessez-le-feu de Pâques soulignent l'impasse stratégique sans réelle volonté de respecter les trêves. Derrière ces manœuvres politiques et militaires, des vies sont en jeu. Les Palestiniens voient dans leur quotidien menacé par l'extension des colonies. En Iran, les populations subissent les sanctions et les risques de guerre. L'impact se fait même sentir en Inde où les exportateurs de café craignent pour leur marché. Et pour la Pâque orthodoxe, même une trêve religieuse n'a pas pu apporter la paix aux familles ukrainiennes. Changeons de sujet pour aborder les migrations. Le Costa Rica a reçu cette semaine un premier groupe de migrants déportés par les États-Unis, fruit d'un accord bilatéral. Julie, quelle est la réalité humaine de ces retours ? Cet accord entre les États-Unis et le Costa Rica est un exemple de la tendance actuelle à externaliser la gestion des flux migratoires. Les États-Unis déportent des personnes originaires de plusieurs continents vers un pays tiers, allégeant leur propre fardeau. C'est une stratégie visant à dissuader de futures tentatives de passage et à renforcer les contrôles aux frontières, avec un support financier à la clé pour le pays d'accueil. Ces chiffres cachent des histoires personnelles poignantes. Ces 25 migrants venus d'Albanie, du Cameroun, de Chine, d'Inde ou d'autres pays se retrouvent dans un pays qui n'est pas le leur, loin de leur objectif initial. L'aide de l'OM est cruciale, mais la précarité et l'incertitude planent. Il est essentiel de garantir leurs droits, y compris celui de demander l'asile, dans ce processus complexe et souvent traumatisant. La lutte contre les activités illicites reste une priorité mondiale. Au Sénégal et en Tunisie, de larges coups de filet ont démantelé des réseaux de trafic de drogue avec des saisies importantes et de lourdes peines. Au Japon, c'est la fraude douanière sur le bœuf Wagyu qui fait scandale. Marc, comment les États tentent-ils de contenir ces fléaux ? Ces opérations au Sénégal et en Tunisie démontrent une volonté politique forte de renforcer la sécurité intérieure et de perturber les chaînes d'approvisionnement des stupéfiants. La coordination des forces de l'ordre est primordiale. Au Japon, la fraude au Wagyu, bien que différente, relève aussi de la criminalité organisée, cherchant à contourner les réglementations et les coûts. Cela nuit à la réputation des produits et à l'équité du commerce international. Les conséquences de ces trafics sont dévastatrices. En Afrique, la circulation de drogues dures comme le crack détruit des vies et des communautés. Les peines sévères en Tunisie, comme les 30 ans de prison, montrent la gravité de la répression. Quant à la fraude au Wagyu, elle érode la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux. Au final, c'est la transparence et la justice qui sont mises à mal. Un sujet délicat au Japon cette semaine. Des membres des témoins de Jéhovah poursuivent le gouvernement. Ils contestent des directives sur la protection de l'enfance, arguant d'une violation de la liberté religieuse. Marc, comment les autorités peuvent-elles arbitrer entre ces droits fondamentaux ? C'est un arbitrage complexe entre deux principes fondamentaux. D'un côté, la liberté religieuse constitutionnellement garantie, de l'autre, l'impératif de protection de l'enfance. Les directives gouvernementales de 2022 visent à prévenir les abus potentiellement liés à certaines pratiques. L'enjeu stratégique pour le gouvernement est de défendre des mesures qui protègent les plus vulnérables sans empiéter sur les libertés individuelles, un équilibre délicat que le tribunal devra trancher. La dimension humaine ici est cruciale. La protection de l'enfant doit être la priorité absolue. Si des pratiques religieuses, quelles qu'elles soient, peuvent entraîner des abus ou des négligences, l'État a le devoir d'intervenir. C'est une question de dignité et de sécurité des enfants. Il est fondamental d'accompagner les familles, de sensibiliser, plutôt que de stigmatiser, tout en assurant un cadre protecteur. Terminons avec un rapide tour des politiques intérieures. Au Royaume-Uni,
des élections locales et régionales s'annoncent imprévisibles, un véritable test pour les partis. Au Brésil, à São Paulo, un nouveau procureur général est désigné. Et au Burkina Faso, on innove avec de nouvelles réglementations dans l'habitat et la digitalisation de la microfinance. Marc, quels sont les impacts de ces dynamiques locales sur le quotidien des citoyens ? Ces élections au Royaume-Uni sont cruciales. Elles reflètent une complexité politique croissante avec des potentiels de coalition inattendus. Au Brésil, la nomination du procureur est un enjeu de gouvernance essentiel pour l'État de São Paulo. Au Burkina Faso, la réglementation du démarchage immobilier vise à structurer un marché souvent opaque, protégeant ainsi les locataires. La digitalisation de la microfinance, elle, représente un levier de développement économique et d'inclusion financière, modernisant l'accès aux services. Toutes ces initiatives ont un impact direct sur la vie des citoyens. Au Royaume-Uni, les résultats des urnes détermineront les services locaux. Au Brésil, la justice verra son leadership renouvelé. Au Burkina Faso, l'accès au logement devient plus sécurisé et les services financiers plus accessibles, notamment pour les coopérateurs. Ces évolutions, qu'elles soient politiques ou réglementaires, sont des pas vers une meilleure structuration de la société. C'était Clé Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain pour décrypter ensemble l'actualité de la semaine.